je parlerai d'un livre et non pas de revue. C'est mon égocentrisme qui est connu dans cette université, n'est-ce pas? Donc, je ne veux pas dire que je suis le seul spécialiste de ce dont je vais parler, mais je fais partie d'un ensemble qui étudie la question en Espagne, dans le sud de la France, à Montpellier, où j'ai fait une intervention récemment. Voilà, donc, et pourquoi me suis-je intéressé à l'Inquisition? Puisque normalement je travaille sur la diaspora noire. Vous savez que l'un des axes de notre centre de recherche traite en particulier de la diaspora. Donc ça a été, pour ainsi dire, le travail de toute mon existence universitaire. La diaspora noire entre l'Afrique et les Amériques. Les Amériques espagnoles, bien sûr. Voilà, donc, et il se trouve que si les Indiens ne dépendaient pas de l'Inquisition, car ils étaient considérés comme mineurs, par contre, les Noirs, les esclaves noirs, et puis les Noirs libres aussi, car il y en a toujours eu, dépendaient de l'Inquisition épiscopale, c'est-à-dire de l'évêque. Dans chaque diocèse, il y a un tribunal, même ici à La Réunion, et il y a un juge ecclésiastique. Donc, il se trouve que j'ai eu, lorsque je me suis intéressé à mes débuts, donc à la diaspora noire au Pérou en particulier, j'ai eu à traiter très longuement des relations entre l'Inquisition et les Noirs. Tout cela se trouve non pas à Lima, où il reste encore des liasses, mais limitées au contentieux économique. Tout le reste se trouve aux archives historiques nationales à Madrid. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est un sujet d'étude sin acabar, comme on dirait en espagnol. Un cuento de nunca acabar. Alors, donc, je vais vous traiter d'un cas de l'Inquisition qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, non seulement au Pérou, mais également en Espagne, à la suite de l'expulsion des Juifs par les rois catholiques, Doña Isabel et Don Fernando, expulsion des Juifs, sauf, 300 000 sont partis, sauf ceux qui voulaient donc se convertir au christianisme. Autant vous dire que beaucoup de convertis étaient de faux convertis et continuaient à pratiquer secrètement leur religion, d'où le nom de crypto-judaïsantes, donc des judaïsants qui se cachent en quelque sorte. Voilà, et donc il y a eu une chasse aux conversos, aux faux conversos en Espagne. Enfin, en Espagne, ça n'existait pas, mais donc au royaume de Castille, d'Aragon, etc. Beaucoup d'entre eux passaient donc au Portugal, où dans un premier temps, le roi du Portugal, pas très copain avec la reine de Castille, les accueillait les bras ouverts, en échange d'une rétribution, naturellement, c'était pas gratuit. Et puis, par la suite, l'Inquisition est arrivée à s'imposer également au Portugal. Donc, ces conversos espagnols, entre guillemets, passés au Portugal, ont dû également chercher un autre moyen de fuir l'Inquisition qui vraiment commençait à s'imposer au Portugal. Et c'était des gens qui s'adonnaient, bien sûr, au commerce, déjà. C'était l'une des rares occupations qu'on laissait aux Juifs. La Melcie aussi, en particulier. Donc, ils connaissaient les ports portugais très, très bien. Et je vais vous montrer, donc, le premier chapitre de ce livre-là, que j'ai écrit en espagnol, qui a été publié avec une aide de dire, d'ailleurs, à ma maison d'édition à Madrid. Donc, l'un des personnages qui s'appelle Francisco de Acevedo, en 1590, vous voyez. Donc, il est parti on va remonter un petit peu, ces gens-là étaient donc s'arranger pour se situer au nord du Portugal, à la limite avec la Galice actuelle, de façon à pouvoir passer d'un côté ou de l'autre selon la menace de l'Inquisition. Et il y avait des ports en relation avec
les Amériques portugaises et le Brésil en particulier. Donc il était facile à ces gens-là, lorsqu'ils sentaient venir le danger, de s'enfuir. Non, on va remonter à la précédente. Donc la carte n'est pas très très claire, mais voilà. Donc vous voyez la différence, le fleuve Minho et la frontière entre le Portugal et la Galice. Et donc il y a beaucoup de ports comme Bayona, par exemple, Vigo, etc., qu'empruntaient certains de ces conversos pour se réfugier donc aux Amériques, où ils comptaient sur l'aide de leurs coreligionnaires et aussi ils comptaient sur la possibilité de pouvoir exercer leur religion, la religion hébraïque. Voilà, donc ce personnage, je ne veux pas insister, mais voyez, donc à partir de ces ports dont je viens de parler, il s'est dirigé, lui, donc vers Recife, Rio de Janeiro, après Buenos Aires, vous voyez toutes les côtes du Brésil, et remonté par Santiago del Estero, Salta, vers Potosi. Potosi, c'était la montagne d'argent, qui a fait la richesse de l'Espagne, qui a permis au roi d'Espagne, Charles Quint et Philippe II, d'établir la monarchie, ce qu'ils appelaient la monarchie universelle. Voilà, donc il se trouvait qu'il y avait pas mal de conversos à Potosi pour exploiter ces mines d'argent, s'enrichir. Et donc, lui, donc, s'est dirigé après vers La Paz, c'est-à-dire le Haut-Pérou, qu'on appelle maintenant la Bolivie, et puis après Cusco et Lima. Lima, où il essaie de s'intégrer donc dans la société économique dont je vais parler. Voilà. À travers l'un des personnages, Manuel Bautista Pérez, qui est mort sur le bûcher de l'Inquisition à Lima. Alors, ses débuts, rapidement, il est né au Portugal entre 1588 et 1590, on ne sait pas très bien, un père marchand à Grenade. Les Juifs, les conversos, disons, faisaient le va-et-vient entre Lisbonne ou Lagos, qui était le principal port négrier, et puis Séville, qui était l'endroit où l'on organisait l'expédition vers l'Amérique latine, vers l'Amérique hispanique. Donc, son père était marchand, bien sûr, comme beaucoup de conversos, d'origine juive et d'une mère portugaise. Et il est passé très tôt à Séville et il s'est adonné à la traite des Noirs, bien sûr, jusqu'en 1619, date de son départ pour Lima, où il devint l'un des plus riches importateurs d'esclaves. L'un des plus riches importateurs d'esclaves. Il y a tout un réseau organisé à partir, bien sûr, du Portugal, en passant par le Panama actuel, c'est-à-dire les ports de Portobello, avant Nombre de Dios, Portobello, Panama, et on retombait sur l'océan Pacifique, et on redescendait ensuite vers Lima, le port de Lima, Callao. Voilà, donc, et ce riche négrier, donc, a diversifié ses activités d'importateur pour tous les produits importés. Par exemple, le vin. Le vin, au début, venait d'Espagne. Par la suite, il y a eu des plantations, et au Pérou en particulier, de vignes très très importantes sous l'influence des jésuites. Donc, les tissus, la soie, etc., très très riches, importateurs, avec toute une cour. Et il se réunissait avec ses disciples dans un quartier extérieur de Lima, de l'autre côté du fleuve, qui s'appelle Rimac, dans le quartier de San Lázaro, où il y avait donc des lazarets où les esclaves noirs devaient passer leur quarantaine. C'est là que les marchands allaient acheter des noirs pour les revendre,
où les propriétaires terriens allaient acheter des noirs. Donc c'était un lieu de rencontre entre les conversos, entre un endroit où l'Inquisition ne pouvait pas les soupçonner de prosélytisme. Et ils en profitaient naturellement pour parler de ce qui les intéressait. Donc je vous montre l'église de San Lazzaro qui a été construite vers à peu près la même époque. J'ai dû mettre la date en dessous. 1586 à Rimac, donc voilà. Donc tout un réseau de parents, d'alliés. Et quand on avait un cousin, un oncle, etc., on en profitait. Et les anciens, ceux qui avaient de l'habitude du commerce liménien, offraient leur protection à de jeunes conversos qui venaient du Portugal ou d'Espagne de façon indirecte, comme ça. Et ils s'installaient, nous allons voir, ils s'installaient sur la Plaza Mayor, qu'on appelle maintenant la Plaza de Armas. Monica pourra me contredire, elle connaît bien ces lieux aussi, si je me trompe. La Plaza de Armas, donc, voilà, c'est là. Voici la Plaza de Armas telle qu'elle est actuellement, mais elle n'a guère changé. Cette fontaine qui était significative d'un certain pouvoir. Donc, avec la cathédrale, le palais archiépiscopal, et à côté, il y a le palais national, le palais du gouvernement. Donc, Manuel Bautista Pérez était tellement riche qu'il menait une vie fastueuse, avec toute une cour autour de lui. Il roulait un carrosse, le plus beau carrosse de Lima. Et les petits marchands qui venaient d'arriver, qui dépendaient de lui, et d'autres aussi, conversos également très aisés, s'installaient sus puestos, leurs bancs, sur la Plaza de Armas. Oui, on a peine à imaginer ça, mais c'est bourré de marchands avec ces puestos, et beaucoup d'entre eux étaient des conversos. Vous pouvez déjà imaginer ce que ça pouvait susciter, comme jalousie en particulier. Donc, grand luxe de ce personnage-là, le plus important au point de vue économique de Lima. Il s'est fait construire un palais, voilà, que vous connaissez, n'est-ce pas? C'est l'ancien, moi je l'ai connu comme au début de mon séjour, mon long séjour à Lima, je l'ai connu comme Instituto de la Cultura Peruana. Maintenant, donc, il a une autre destination, mais donc, voici, il a été restauré, bien sûr. Vous voyez, avec los balcones de Lima, c'est traditionnel, c'est une origine arabe. On peut voir sans être vu, les dames en particulier, vous pouvez regarder ce qui se passait dans la rue, un spectacle, sans être vu. Et l'entrée monumentale, on l'appelle la Casa de Pilatos, pourquoi? Il se trouve en face de San Francisco, un couvent énorme, pratiquement une ville, extraordinaire, avec plusieurs églises d'ailleurs, qui est un monument protégé par l'UNESCO. Et juste en face, symbole de pouvoir, vous voyez, juste en face, c'est pas rien. Ce palais appartenant à un converso, mais un converso qui n'était pas considéré comme converso, naturellement. Et alors, pourquoi la Casa de Pilatos? Parce qu'il s'est inspiré pour construire un patio de la Casa de Pilatos de Sevilla, qui appartient toujours d'ailleurs à la famille des ducs de Mediacelli, une famille noble très importante qui remonte au Moyen-Âge et qui est toujours une partie de ce palais-là. Voici le patio, l'un des patios de cette Casa de Pilatos. Donc, voilà. On l'appelait El Gran Capitan. Pourquoi Capitan? Parce que les marchands importants achetaient des titres dans les milices. Dans les milices, il n'y avait pas d'armée coloniale. Ça, il ne faut pas oublier, pratiquement à l'époque de l'indépendance, il n'y avait pas d'armée coloniale en Amérique espagnole. Donc, c'était des milices, il y avait des milices d'Espagnols, des milices de Noirs libres, ou mulâtres libres également, et
ils achetaient des titres de capitaine, de commandant, de colonel, de général même. Donc, ça ne veut pas dire qu'il avait une grande expérience militaire, pas du tout, mais c'est un titre honorifique. Et lui, on l'appelait El Gran Capitán, parce qu'il dirigeait l'une de ces milices. Ça veut dire qu'il il ne pouvait pas faire ostentation de sa foi hébraïque. Il y avait donc quand même des moyens pour eux de continuer à pratiquer le judaïsme, en particulier à travers des réunions secrètes avec les plus proches, ou dans des chakaras. Les chakaras, ce sont des propriétés extérieures, des maisons de campagne extérieures, où ils pouvaient se réunir loin des regards qui pourraient les soupçonner, avec des gens initiés dans la loi on disait la loi de Moïse, c'est-à-dire la religion juive. Et on appelait cette réunion-là, El Cenáculo, le cénacle, ou alors, et lui, on l'a surnommé aussi El Oráculo, l'oracle, vous voyez. Alors, il respectait le sabbat, c'est-à-dire que, comme actuellement, si vous voulez, avec les prescriptions culinaires, il respectait les jeûnes également. Tout ça, on le sait grâce naturellement aux interrogatoires de tous ces conversos qui ont été arrêtés en 1636. Il avait une bibliothèque très très fournie. Il était très intéressé par la culture. Comme il était riche marchand, il pouvait faire venir très facilement des livres, sauf naturellement les livres interdits par l'Inquisition, mais il y avait des moyens indirects de pouvoir acheter ces livres-là. Sauf qu'on ne les a pas découverts. L'Inquisition ne les a pas découverts. Et j'ai un collègue que vous connaissez bien qui a étudié sa bibliothèque, l'on possède toujours, et on n'a pas trouvé de livre vraiment à propos de la religion hébraïque. Mais l'on sait que les gens de son entourage, dont un célèbre médecin, étaient très très initiés dans la foi hébraïque. Donc il y avait des réunions secrètes, parce que même leur famille n'était pas au courant, même les épouses de ces gens-là n'étaient pas au courant, même leurs enfants étaient dans les écoles, bien sûr, catholiques, hein. Les écoles étaient toutes catholiques, bien sûr. Il n'y avait pas d'école laïque. Donc, instruits dans la foi chrétienne, et eux-mêmes appartenaient à des confréries, eux-mêmes participaient à des œuvres charitables très importantes, et même étaient très généreux dans leurs aumônes vis-à-vis de l'Église, étaient très appréciés des responsables de l'Église. Voilà, donc, mais ils prenaient de très très grandes précautions. Vous voyez. Ils respectaient toutes les pratiques religieuses chrétiennes. Vous voyez cette double vie, la peur. Et je rejoins un petit peu ce que Christine Robis nous a dit tout à l'heure, entre pouvoir et émotion. L'émotion imposée par l'Inquisition, la peur, et puis le pouvoir là, de tomber entre les mains de l'Inquisition. Mais El Gran Capitán a eu trop confiance en lui-même, trop confiance en son pouvoir. Beaucoup de gens lui devaient beaucoup, énormément. Donc il pensait qu'il était protégé par cela. Et tous les membres du Cénacle se comportaient de la même façon. Alors comment sont-ils tombés entre les mains, lui en particulier, mais d'autres aussi, entre les mains de l'Inquisition? 1536. C'est l'histoire des Pasquines. Donc il se trouve que les soportales de la Plaza Mayor, comment on dit ça en français là, les soportales, les arcades, voilà. On a trouvé un beau jour des pasquines, d'affiches, où on dénonçait justement la double vie que menait El Gran Capitán et ses émules. Donc, alors il y a eu l'arrestation du Gran Capitán. Elle s'est vérifiée le 11 août 1635. Et il a été accusé très rapidement d'hérésie. Alors je vais vous lire, mais je vais vous le traduire en français parce que mon livre, je l'ai commis en espagnol.
Il a été accusé, il y a 34 chefs d'accusation, je ne vais pas tous vous les dire naturellement, mais il a été accusé d'hérésie et d'apostasie contre la foi catholique et en faveur de la loi de Moïse, c'est-à-dire la religion hébraïque, d'avoir protégé les conversos qui continuaient à pratiquer cette religion-là, d'avoir enseigné même cette religion-là, de l'avoir inculquée dans des assemblées secrètes et d'avoir respecté les prohibitions alimentaires juives. Et on l'a accusé également de prosélytisme pendant 6 ans et d'avoir profité naturellement de cela pour favoriser ses affaires personnelles et les affaires de ses coreligionnaires. Et de s'être même transformé en rabbin et en maître, d'avoir attiré vers lui des disciples en les écartant de la foi catholique. Bon, je m'arrête là. Donc, vous voyez des accusations très très graves. L'Inquisition, il y avait 3 tribunaux d'Inquisition dans l'Amérique espagnole, que je connais, que vous connaissez aussi en particulier, celle de Lima, qui occupe actuellement par le Sénat, s'il est toujours là, le Sénat, donc dans le centre historique de Lima, pas très loin du Congrès, celui de Carthagène des Indes et celui de Mexico. Il se trouve que je connais tous les 3, croyez-moi. Les cachots existent encore où ces gens-là étaient enfermés pendant des années parfois. Donc, il a été soumis à la question, bien sûr. La question, c'est la torture. La torture était pratiquée couramment, même par la justice civile royale. Et donc, je vais essayer de retrouver peut-être quelques... Alors, il se trouve que les archives avaient obligé, l'Inquisition avait pour obligation de transcrire, les greffiers, tout ce qui se disait pendant ces séances de torture, naturellement. Même les cris des torturés étaient retranscrits. Alors, par exemple, on lui dit, par amour de Dieu, dites la vérité. Et si vous la dites, vous ne trouverez pas soumis à de telles peines. Et alors, son habileté, c'était d'essayer de convaincre les juges qu'il est un parfait chrétien, en récitant par cœur toutes les prières, en évoquant la Vierge et Jésus-Christ. Vous savez très bien que pour les Juifs, la Vierge et Jésus-Christ n'ont aucune valeur. Voilà, donc... et on n'arrête pas. Alors, comment ça se faisait-il? On couchait sur un lit en bois, le torturé, on l'entourait de sogas, de cordes, et on tournait avec une poulie ces cordes-là pour écraser le corps, en quelque sorte. Alors, vous imaginez, donc... et à chaque fois, le juge donnait l'ordre, un tour, una vuelta. Et puis, on lui dit, dites ce que vous avez à dire. Vous ne voulez rien dire, on continue comme ça. Donc, ça peut durer très longtemps. Et à chaque fois, on le somme de dire la vérité. Et il se trouve que ce personnage-là est devenu pratiquement juif sans le vouloir. Pour lui, le judaïsme était des coutumes qu'il essayait de maintenir avec tout son cénacle, mais il n'avait pas forcément de grandes connaissances théologiques dans le domaine. Et le traitement auquel il a été soumis l'a renforcé dans son désir de se maintenir dans cette foi-là qu'on lui attribuait, pour ne pas trahir ses semblables, voyez, pour ne pas trahir ses ancêtres. Donc, jusqu'au bout, il a refusé de reconnaître qu'il était converso, et il a cessé de proclamer donc son appartenance à l'Église et de réciter les principales prières. Je veux mourir, dit-il, comme soldat de Jésus-Christ. Il ne fait pas de doute. Je veux mourir comme soldat de Jésus-Christ. Il savait que, et la pertinace, donc, comme il ne voulait pas reconnaître ses torts,
donc il serait condamné à mort. En fait, l'Inquisition ne pouvait pas vraiment condamner à mort. L'Inquisition, le tribunal, ne pouvait que remettre le condamné entre les mains du pouvoir civil, lequel était chargé donc d'organiser l'auto da fé et surtout le bûcher sur lequel devrait périr le personnage. Ça s'est fait en dehors, bien sûr, de Lima, mais pas très loin de la Plaza Mayor, de l'autre côté du Rimac, au-delà de San Lázaro également. C'est là où on brûlait les condamnés. Le premier condamné, sur lequel j'ai fait un livre aussi, 1572, quelqu'un qui a fait devenir archevêque de Lima et qui a quand même fini sur le bûcher, parce que même les prêtres n'étaient pas à l'abri de l'Inquisition, même les évêques. Même les plus hauts gradés dans l'Église, les plus grands dignitaires, étaient menacés par l'Inquisition. Donc voilà, il est mort entouré de 8 conversos également qui sont montrés pertinaces et dans la plus grande dignité. Voilà. Donc voici pour lui, mais il me reste encore quelques instants. Oui. Donc c'est le premier, le grand capitaine, mais il y avait un second personnage qui s'appelait Diego de Ovalle, un grand commerçant également, converso probablement, mais qui n'était pas vraiment très impliqué dans, j'allais dire, la formation de ce ghetto qu'avait entreprise donc El Gran Capitan. Et c'était un homme d'affaires très, très, très ambitieux, qui avait également ses émules autour de lui. Mais bon, on n'est pas très, très sûr. Alors, il se trouve que les 36-39, la date est importante, car c'est la date de la révolution du Portugal. Le Portugal donc se révolte contre la couronne de Castille et proclame son indépendance. Donc les liens entre le Portugal et la Castille ont été rompus et on a fait la chasse aux Portugais, et en Amérique latine, et en particulier aux conversos. La plupart étaient conversos. Donc on peut penser que notre grand capitaine a été la victime de cette guerre contre le Portugal. Alors Diego de Ovalle, lui, donc, c'est un petit peu différent parce que son procès a été retardé de quelques mois, quelques années, parce qu'il a été vraiment jugé dans les années 42, vous voyez, donc 2 ans après le début de le début de l'indépendance portugaise. Donc l'Inquisition s'est montrée un petit peu moins acharnée contre lui, et lui aussi était soumis à la question. Et je voudrais essayer de trouver... attendez, on va essayer de passer jusqu'au bout. Continuons jusqu'à la fin. Voilà, là, on s'arrête là. Donc, alors, Diego de Ovalle a été soumis à la question dans les mêmes conditions que les autres, mais un peu plus tard, ce qui fait que les juges sont moins pressés pour émettre une sentence, et la sentence a été envoyée au Conseil suprême de l'Inquisition à Madrid, qui a dit, après tout, il n'y a pas beaucoup de motifs pour le condamner, ce sont que des suppositions, donc voilà. Alors, page 79, je vais essayer de... Alors lui, bien sûr, il y a, sous l'Inquisition, sous la torture, la question, il exprime sa douleur par des cris incessants. Et donc, il dit une chose très intéressante que je vous soumets, qui nous permet également de penser ce que l'on veut sur l'Inquisition. Mais il est très difficile de juger l'Inquisition avec notre mentalité actuelle.
Alors, je vais vous le dire en espagnol, je vais vous le traduire après en français. Il s'adresse au juge. Tengan, señores, misericordia de mí, que esto no es más que hacer judíos por fuerza. Mes seigneurs, ayez pitié de moi, car tout cela, ça ne sert qu'à faire des juifs par la force. Par la force. Je ne suis pas juif et vous voulez à tout prix que je sois un juif. Voyez. Et il se trouve que cet argument, qui n'a pas été retenu dans un premier temps par les inquisiteurs de Lima, sa fille s'est arrangée donc avec le changement de politique de la Castille vis-à-vis du Portugal pour essayer de convaincre le Conseil suprême de l'Inquisition que, après tout, il y avait beaucoup de choses obscures dans le verdict des juges de Lima et qu'il valait mieux donc différer l'application. Donc il n'a pas été brûlé. On l'a simplement sommé de renier sa foi juive. Et il a eu, contrairement au grand capitaine, il a eu la faiblesse, parce qu'il a passé des années en prison, malade. C'est un vieil homme, 70 ans. Il n'a pas eu le courage de résister. Et il a fini par accepter de reconnaître cette tort, de se convertir. Donc, il a eu la vie sauve. Voici donc. Vous voyez comment l'Inquisition pouvait donc susciter une terreur. Nous dirions actuellement terreur, vraiment. Régner par la terreur, en Espagne comme aux Amériques. Mais le peuple était en faveur de l'Inquisition. Car pour le peuple, assister à en français, l'autodafé de ces gens-là, c'est une façon de se venger du pouvoir économique de ces gens-là. Vous voyez? C'était jamais des gens du peuple, en général, qui étaient condamnés par l'Inquisition. Vous voyez? Donc le peuple se vengeait, comme dit Joseph Pérez, du pouvoir des nobles, des prêtres, etc., des bourgeois, des grands commerçants. Donc, vous voyez, le règne par la peur, ça avait des résultats. Et cette vengeance, c'est du peuple. Donc, nous avons dépendu de vous pendant très longtemps. Maintenant, vous devez rendre des comptes. Vous voyez, il y a cela. Et puis, les changements politiques en Espagne qui font que, selon le moment, on va être plus dur ou plus indulgent vis-à-vis de ces conversos. Voilà, donc, émotion et pouvoir, en quelque sorte. Je rejoins donc ce que nous a dit tout à l'heure le professeur Horowitz. Voilà, donc je pense que le temps m'est imparti juste, hein, je m'arrête là. Autrement, je peux continuer si vous voulez, parce que c'est vraiment quelque chose de très très passionnant. Donc c'est un cycle que je mène à côté de mon travail sur la diaspora noire, mais qui est relié, vous voyez, qui est relié parce qu'à chaque fois, il y a des noirs là-dedans. Souvent, c'est les esclaves noirs qui dénonçaient les conversos, à Lima en particulier, vous voyez. Donc, les serviteurs, dont ne se méfiez pas, les cryptojudaïsantes, mais qui, interrogés par l'Inquisition, qui avait des moyens de savoir la réalité, finissaient par dénoncer leur maître. Voilà, donc, c'est dans ce cadre-là que je travaille, actuellement avec l'Université de Montpellier, de Valence en Espagne, et bien sûr à Lima, dans mon centre de recherche à Lima. Voilà, merci bien. Merci beaucoup.